En 1463 naquit Caterina Forza qui allait devenir une véritable icône de la Renaissance italienne. Fille du duc de Milan, elle a eu une éducation tout à fait libre en réalité, sans aucune restriction. Elle aimait autant la lecture que de partir à la chasse avec son père, elle aimait autant avoir les manières à la cour des nobles que le combat à l'épée, que de s'entraîner au combat à l'épée. Et elle avait aussi une très grande admiration pour son père le duc de Milan, qui était décrit comme quelqu'un qui pouvait être extrêmement viril lors de batailles, tout en pouvant aussi pleurer à chaudes larmes lorsqu'il regardait ses chorales préférées. Lorsque Caterina eut 10 ans, elle fut mariée à un certain Girolamo Riario, qui était le neveu du pape Sixte IV. C'était un mariage arrangé dans le but d'améliorer les alliances entre Milan et Rome. Et Girolamo était décrit comme étant quelqu'un... sa description n'était pas très positive du coup dans le livre de Robert Greene. Il est vraiment décrit comme étant quelqu'un qui pouvait se faire des ennemis extrêmement rapidement, qui n'était pas très apprécié de ses contemporains. Et par exemple, pour son mariage avec Caterina, Caterina avait 10 ans, lui en avait 30, et pourtant il n'avait pas accepté que Caterina soit en âge avant d'avoir des relations avec elle. Évidemment, ça n'avait pas été accepté par le duc, mais ça vous pose un peu le personnage. 3 ans plus tard, le duc se fit assassiner, ce qui a rendu le mariage entre Girolamo et Caterina encore plus important du coup. Alors là, voilà, je vais devoir vous expliquer un petit peu. Caterina, du coup, elle avait reçu en guise de cadeau de mariage, du coup, le fief, la seigneurie d'Imola. Girolamo, lui, était le seigneur de Forlì. Mais il travaillait à Rome en tant que garde du pape, en tant que capitaine des gardes du pape. Et donc, après l'assassinat de son père, Caterina est allée rejoindre son époux à Rome. Et après, pour elle, ça s'est plutôt bien passé. Elle s'est plutôt bien intégrée à la noblesse romaine, à la cour du pape, etc. Pour elle, ça se passait plutôt bien. Par contre, son mari, Girolamo, lui, a continué à se mettre tout le monde à dos, notamment l'une des familles les plus puissantes de Rome, l'une des familles nobles les plus puissantes de Rome, lui en voulait terriblement. Et tant qu'il était finalement le capitaine du pape, bien ça allait, il avait toujours la protection du pape, et donc pour lui, personne ne le touchait. Jusqu'à, évidemment, ce que le pape décède, ce qui est arrivé en 1484. À ce moment-là, l'une des milices qui avait été envoyée par la famille noble que Girolamo s'était mis à dos est allée attaquer son fief de Forlì, son château à Forlì, pour le mettre complètement à sac. Et à ce moment-là, Girolamo était devenu pétrifié de peur. Il n'osait plus sortir de chez lui, il n'osait plus sortir de son château. Il était pétrifié de peur à la moindre idée de prendre une décision. Donc, il faisait plus rien du tout. Et à ce moment-là, du coup, c'est Caterina qui a pris les choses en main. Et pour être honnête, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que du coup, Caterina, à ce moment-là, était enceinte de 7 mois. D'accord ? Et pour la petite explication aussi, en réalité, Girolamo reste le capitaine des gardes du pape jusqu'à l'élection du prochain pape. Ça, c'est important à comprendre. Donc, Caterina, enceinte de 7 mois, a chevauché toute la nuit jusqu'à rejoindre le Vatican, du coup la forteresse de Saint-Anne, juste à côté du Vatican, et a pris le commandement du fort au nom de son mari. Ok ? Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'elle a ordonné aux gardes du coup d'attaquer le Vatican, d'assiéger le Vatican, de sorte à le bloquer complètement. Son idée, c'était d'empêcher les cardinaux d'entrer dans le Vatican pour élire un nouveau pape, parce que tant que le nouveau pape n'était pas élu, et bien finalement Girolamo restait le capitaine des gardes, et donc bien leur protection était assurée. Évidemment, ça ne pouvait pas tenir très longtemps, un siège ne pouvait pas durer éternellement, mais elle a quand même tenu 11 jours, 11 ou 13 jours selon les sources. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la description que Robert Greene nous fait ici de ce siège du Vatican est assez intéressant. Caterina, du coup, enceinte jusqu'aux yeux avec sa robe en soie, a mis une armure lourde par-dessus sa robe pour aller parader sur les remparts de la forteresse, tirant elle-même au canon pour montrer sa détermination devant tout le monde. Vous imaginez un peu la scène. Et après 11 jours du coup de siège, les cardinaux ont accepté de négocier avec Caterina. Donc elle n'a pas réussi à reprendre la protection, de conserver la protection du Vatican, mais par contre, elle a conservé l'ensemble de ses fiefs, et notamment le fief de Forlì, qui était sur les terres du pape à l'époque. Bon.
De sorte que, après toute cette histoire, le tout Rome était évidemment bien au courant de ce qui s'était passé, parce que assiéger le Vatican pendant 11 jours, c'est pas anodin du tout, quoi. Elle a complètement bloqué la ville pendant 11 jours, et du coup, tout le monde avait entendu parler de cette fameuse dame enceinte qui était à la tête d'une armée de bonhommes pour pouvoir aller attaquer le Vatican, quoi, donc qui était d'une importance incroyable à l'époque. On est au XVe siècle, le Vatican est extrêmement puissant. Et donc toute la noblesse romaine et tout le monde mondain romain voulait rencontrer justement cette fameuse dame incroyable. Et c'est là que véritablement la légende de Caterina a commencé à s'écrire. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Après toute cette histoire, du coup, ils sont rentrés dans leur fief à Imola et à Forlì. Et donc, ils se sont rendus compte du coup qu'ils n'avaient plus la protection de l'église et qu'ils n'avaient plus d'argent non plus. Ils étaient complètement à sec. Et donc ce qu'a décidé Girolamo, c'était d'augmenter les taxes et de faire aussi énormément de confiscation de biens. Ce qui n'a pas du tout plu à la population, bien évidemment, et ils se sont retrouvés avec une révolte, une foule en colère au pied de leur forteresse pour leur demander des comptes. Là-dessus, Girolamo était complètement pétrifié de peur, il n'osait même plus sortir de chez lui, et a donc laissé Caterina faire les choses à sa place. Caterina est donc allée voir la foule et a réprimé, a maté la révolte. Un an plus tard, ils se sont retrouvés avec une nouvelle révolte sur les bras, sauf que cette fois-ci, ils n'étaient pas dans leur château, leur forteresse à Imola, ils étaient dans leur palais à Forlì. Le palais n'étant pas fortifié, la foule donc a pu rentrer dans le palais et a mis le palais à sac. Ils ont tué Girolamo et ils ont mis en otage du coup Caterina ainsi que leurs enfants. La famille noble du coup qui avait organisé la révolte leur a proposé de leur livrer leur seigneurie contre leur vie en fait. Et Caterina, à ce moment-là, leur a sorti « N'essayez pas de me faire peur, vous pouvez me blesser, pas me faire peur, car je suis la fille de l'homme qui ne connaissait pas la peur. Faites ce que vous voulez, vous avez tué mon époux, vous pouvez certainement me tuer aussi, je ne suis qu'une femme après tout. » Les assaillants, voyant qu'ils n'avaient pas d'emprise sur Caterina, se sont dit d'aller voir leur forteresse à Imola, du coup, pour aller voir les gardes qui tenaient la forteresse, le châtelain, et leur demander de livrer le château en échange de la vie de la comtesse. Ce que le châtelain a refusé, il a complètement refusé d'ouvrir les portes et a gardé le château tel quel. Là-dessus, du coup, Caterina a proposé à ses assaillants de la laisser, elle, rentrer dans le château pour aller convaincre le châtelain de livrer le château, tout simplement. En guise de gage, en guise de garantie, les assaillants gardaient les enfants en otage et donc elle était pieds et poings liés, elle ne pouvait rien faire. Donc le deal a été accepté et donc elle est entrée dans le château. Et à ce moment-là, pile au moment où elle est rentrée dans le château, elle a complètement fait volte-face, elle est montée au niveau des remparts et elle a parlé à ses assaillants depuis le haut des remparts en leur disant, donc les assaillants étaient en train de menacer ses enfants de mort. Alors, faites-le alors idiot, je suis déjà enceinte d'un autre comte et j'ai les moyens d'en avoir plus. En réalité, ce qu'a fait Caterina à ce moment-là, c'est le fait que elle savait bien que si les assaillants assassinent ses enfants, les enfants de sang-froid du coup, les assaillants deviendraient des parias absolument partout. Ils seraient en exil perpétuel et personne ne voudrait d'eux nulle part. Et donc, elle a appelé une armée venant de Milan, du coup, de sa famille à Milan, pour venir mater la révolte et remettre de l'ordre dans son fief. L'idée ici, c'était de gagner énormément de temps. En réalité, donc, les assaillants ne pouvaient rien faire et se sont rendus compte trop tard qu'ils n'avaient pas du tout d'emprise en fait sur Caterina. L'armée de Milan, quelques jours plus tard, arriva, remit de l'ordre dans le fief, mais malgré tout, la colère n'était pas redescendue. Ce qu'a fait Caterina, du coup, c'est qu'elle est allée voir directement la population à Forlì et elle a fait un discours au peuple. Le discours a été très bien accueilli, au point que l'opinion publique s'est retournée complètement en sa faveur et elle a repris son pouvoir sur sa seigneurie. Son histoire fit le tour de l'Italie, de sorte que Caterina était devenue une espèce de mini-star de l'Italie du XVe siècle. Et voilà, les années passèrent, elle se remaria avec un homme qui était exactement l'opposé de Girolamo, et elle était très amoureuse, elle s'était complètement relâchée et tout allait vraiment pour le mieux, jusqu'au jour où, évidemment, une conspiration allait attaquer le couple lors d'un pique-nique et le nouveau mari du coup de Caterina se fit exécuter sous ses yeux. Ce qui la plongea dans une très profonde dépression et après plus tard elle prit la tête d'un groupe de cavaliers pour aller attaquer ses assaillants, les assassins ainsi que leurs familles. Cette histoire nous illustre très bien la loi numéro 11 du livre Les lois de la nature humaine écrit par Robert Greene qui est donc la loi de la rigidité des genres.
Avec cette loi, Robert Greene veut ici nous dire qu'on a tendance à se suridentifier au rôle masculin ou féminin traditionnel et que l'on a tendance du coup à être moins authentique à cause de ça. C'est un masque social de plus que l'on porte. Et ceci nous pénalise dans nos relations et notamment nos relations avec le sexe opposé. L'idée ici, c'est qu'en nous reconnectant à notre part de féminité ou de masculinité cachée en nous-mêmes, eh bien on a tendance à être plus authentique, à être plus créatif, mais aussi à avoir des pensées plus fluides et d'améliorer nos relations. L'interprétation que Robert Greene fait du coup de l'histoire de Katerina est que lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle était enfant, Katerina participait à la chasse, faisait du combat à l'épée et tout cela l'a rendue sans peur. En plus de ça, du coup, le fait qu'elle n'ait eu absolument aucune restriction, qu'elle avait la liberté totale de se développer et d'être qui elle voulait, fait qu'elle n'a jamais eu besoin de développer de masque social, de rôle en fait. Elle n'a jamais eu besoin de jouer de rôle en particulier. Et son père d'ailleurs était exactement comme ça. Le duc de Milan pouvait aussi bien pleurer devant une chorale et se montrer extrêmement viril en bataille, de sorte qu'il a eu énormément d'impact du coup, d'influence sur sa fille. Katerina du coup, une fois adulte, pouvait aussi bien jouer la courtisane modèle, très bien intégrée à la cour du pape, être une guerrière intrépide et une mère aimante. De sorte que elle était extrêmement ambitieuse et elle était très fière de ça, parce que ça ne se montrait pas vraiment à l'époque, surtout pour une femme. Et lors de batailles, par exemple, elle était très souvent en première ligne, en armure lourde, face à des soldats professionnels, bien sûr, mais elle évitait quand même la confrontation directe avec les hommes, elle essayait plutôt de les piéger. Elle était elle jouait beaucoup en fait à la fois sur une attitude masculine et une attitude féminine, de sorte qu'elle a eu énormément d'impact sur les hommes et les femmes de son temps. Au XVe siècle, faut bien remettre les choses dans leur contexte, le rôle des femmes était cantonné au fait de contrôler leurs émotions et de rester discrètes. Sauf que Katerina, elle, ne se souciait pas du tout du regard des autres, elle était juste elle-même. Aujourd'hui, il existe encore des rôles attribués aux hommes ou aux femmes, mais bien sûr, notre personnalité est beaucoup plus complexe que ça. Nous avons tous des tendances féminines ou masculines en nous-mêmes finalement. Et d'ailleurs, pour s'en rendre compte, il y a des études qui ont montré que les petits garçons étaient plus émotifs que les petites filles, par exemple, et que ça évolue après avec la vie. Et pour essayer de faire tomber du coup ces masques sociaux-là, Robert Greene ici nous propose de jouer sur les différents types de réactions que l'on peut avoir, sur les différentes possibilités, qu'elles soient plutôt masculines ou féminines. Par exemple, l'idée de travailler son empathie ou sa rudesse nous permet après coup de nous rendre compte de ce qui nous convient le mieux. L'une des clés pour comprendre la nature humaine, d'après Robert Greene, c'est de comprendre que lorsqu'on est amoureux, eh bien on a tendance à régresser émotionnellement. On ne pense qu'à une seule et unique personne en permanence et donc du coup, on fait énormément d'erreurs de jugement. Émotionnellement, on est complètement différent de d'habitude. Et après coup, une fois que cette période-là est passée, on a tendance à se justifier des choses qu'on faisait à cette période-là en disant qu'on n'était pas réellement nous-mêmes, on était dans un état second et donc du coup on ne peut pas vraiment considérer qu'on était normal. En réalité, ce que nous dit Robert Greene, c'est que c'est le contraire. C'est pendant tout le reste du temps où on est censé être normal que l'on porte des masques sociaux, que l'on joue des rôles en réalité, et que lorsqu'on est amoureux, eh bien, on a tendance à être réellement nous-mêmes beaucoup plus facilement en fait. Exactement de la même façon que lors de précédents chapitres, vous savez, on avait vu que les personnes qui étaient sous le coup de très grande colère, de colère intense, avaient tendance à faire tout un tas de choses après qu'ils pouvaient regretter par la suite, et ils se justifiaient en disant qu'ils n'étaient pas dans leur état normal, qu'ils n'étaient pas vraiment eux-mêmes, et que ils mettaient ça sous le coup de la colère, ce qu'ils ont fait sous le coup de la colère. Mais qu'en réalité, eh bien c'est pendant le moment où on est normal, pendant 99% du temps où on est normal, qu'on joue des rôles qu'on n'est pas réellement nous-mêmes, qu'on n'est pas réellement authentique, et que sous le coup d'une émotion forte, que ce soit la panique, la colère, la tristesse ou peu importe, lorsqu'on est sous le coup d'une émotion forte, on a tendance à complètement oublier le regard des autres, et au contraire, c'est à ce moment-là qu'on est réellement nous-mêmes. C'est la même chose lorsque on est amoureux, lorsqu'on est ivre, ce genre de choses-là en réalité. Eh bien, ce sont dans ces moments-là qu'on est beaucoup plus authentique finalement, puisqu'on se fiche du regard des autres. Comment tout ceci se construit alors psychologiquement ? Alors ici, d'après Carl Jung, eh bien, les enfants, les petits-enfants, du coup, s'identifient à leurs parents de sexe opposé. C'est-à-dire qu'ils construisent leur personnalité en réponse à celle de leurs parents de sexe opposé. Et en particulier, du coup, à l'ombre de leurs parents de sexe opposé. C'est-à-dire l'ombre. Comme on avait vu lors des précédentes vidéos, du coup, l'ombre, c'est l'ensemble de nos traits de personnalité que l'on a tendance à refouler en nous-mêmes, ok ?
et qui ressortent quand même parce que les êtres humains sont ce qu'ils sont, ils ont besoin de s'équilibrer et donc les parties qu'on a refoulées de notre propre personnalité ressurgissent quand même de temps à autre. Et donc l'idée ici c'est que les petits garçons ont tendance à s'identifier aux qualités positives et négatives de leur mère et les petites filles de leur père. De sorte qu'une fois que les enfants sont assez grands et qu'ils se séparent de leurs parents, ils ont tendance aussi à s'identifier en plus au rôle masculin et féminin classique de la société, de sorte que leur propre personnalité devienne inconsciente, ils la refoulent également. Et c'est encore pire pour les femmes, parce que l'ensemble de la pression sociale qui est exercée sur elles font qu'elles se sentent jugées si elles ne correspondent pas aux traits féminins classiques. Petite parenthèse ici peut-être, parce que tout ce que je vais vous dire ici ce n'est pas dans le livre, c'est juste mon opinion personnelle. Il y a tout un tas d'études qui ont paru sur la psychologie du coup depuis ces dernières décennies et toutes ces études-là ont tendance à remettre pas mal en question ce que pensaient Jung ou Freud à leur époque. Par exemple, lorsque certains enfants ne sont pas éduqués par leurs propres parents biologiques mais par d'autres parents, des parents adoptifs du coup, lorsque ces enfants-là deviennent adultes, les chercheurs ont remarqué que leur personnalité et le comportement de ces gens-là étaient beaucoup plus proches en réalité de leurs parents biologiques, qu'ils n'ont pourtant jamais connus, que de leurs parents adoptifs. Alors c'est quelque chose qui est contre-intuitif, parce qu'on a toujours tendance à penser que, spontanément, on penserait plutôt qu'ils prendraient plus de leurs parents adoptifs vu qu'ils les ont élevés et éduqués toute leur vie. Mais c'est pas ce qu'on remarque. Dans les études, ce n'est pas ce qu'on remarque. La part de la génétique dans notre personnalité est énorme, et considérable, vraiment. Il y a aussi une part de la manière dont on a été éduqué de notre 0 à 5 ans, va avoir beaucoup d'impact sur notre cerveau notamment. Donc ça influence. Mais malgré tout, par exemple, ce que dit Freud justement sur sa théorie comme quoi l'ombre du parent de sexe opposé va avoir un impact sur notre personnalité au final. Voilà, peut-être pas, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus, mais je pense qu'il est bien de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Pour Jung, ceux du sexe opposé qui retiennent le plus notre attention sont ceux qui ressemblent à notre parent de sexe opposé. C'est-à-dire que si l'on avait eu une relation positive avec notre parent de sexe opposé, on va être attiré par des partenaires qui montrent les mêmes qualités. Tout simplement parce que lorsqu'on était petit, on avait associé les qualités de ce parent avec une expérience positive. De la même façon, inversement, si on avait eu une relation négative avec ce parent, on va chercher des partenaires qui vont avoir des qualités exactement opposées à celles de notre parent. Parce que, une fois petit, lorsqu'on était petit, on avait associé les qualités de ce parent-là à une expérience négative. Par exemple, une fille qui a son père qui est extrêmement strict, extrêmement patriarcal, extrêmement sévère, si celle-ci n'est pas suffisamment assurée, n'a pas suffisamment d'assurance ni de confiance en elle, elle ne va pas pouvoir se rebeller elle-même alors qu'elle a un fort désir de se rebeller. Et donc, elle va être attirée par des hommes qui sont des hommes rebelles, sauvages, qui vont montrer des comportements non conformistes, ce genre de choses. Et tout simplement parce qu'elle n'aura pas exprimé ces qualités-là elle-même. D'après Jung, nous ne sommes pas réellement reliés à notre partenaire, mais plutôt à la projection, à l'imagination qu'on se fait de lui ou d'elle. De sorte que, souvent après les débuts dans un couple, arrive la déception. Notre partenaire n'est pas aussi bien, n'est pas tel qu'on l'avait imaginé. Et donc, si en plus de ça, il y a une mauvaise communication, il y a généralement une séparation assez rapidement. Et après, on refait exactement le même pattern avec la relation suivante. Et aussi, un truc intéressant à noter, c'est que par exemple, un homme qui a une attitude extrêmement féminine va avoir tendance à attirer aussi une femme qui a une attitude extrêmement masculine. Et inversement, un homme très masculin va attirer une femme très féminine. De sorte que lorsqu'on voit dans les couples de manière générale autour de nous, on peut voir ça aussi, que l'énergie, en tout cas masculine et féminine, si on peut parler d'énergie, elles ont tendance à s'équilibrer, voyez ? Ok, passons à la pratique du coup. Comment on fait pour faire ressortir notre côté masculin ou féminin caché en nous-mêmes ? La première étape, c'est d'observer les autres, observer leur comportement féminin ou masculin et essayer notamment de repérer leur comportement lorsqu'ils sont en couple. Essayer de repérer quelle est la part d'eux-mêmes qu'ils cachent, qu'ils refoulent justement à ce niveau-là, quel est le rôle qu'ils jouent. Okay ? Par exemple, on peut avoir plusieurs repères, notamment la description dans le livre que fait Robert Greene sur les hommes hyper masculins. Ce sont des hommes qui
sont obsédés par le look, obsédés par les vêtements, obsédés par l'apparence des autres ou de la sienne. Et ils vont aussi avoir tendance à avoir énormément d'opinions fortes sur tout un tas de sujets, sur les voitures, sur la technologie, sur la politique, alors qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment de connaissances sur tous ces sujets-là. Et ils auront énormément de difficultés à contenir leurs émotions. Une femme hyper féminine, par exemple, ça va être une femme qui va avoir tendance à jouer beaucoup qui va avoir énormément de difficultés à réprimer leur colère, réprimer ses ressentiments. Elle va utiliser la séduction comme une arme de pouvoir. En fait, elle veut attirer, piéger et faire du mal à leur cible, blesser leur cible. Elles vont avoir un côté passif-agressif extrêmement important. Et dans leur relation, elles vont dominer les autres en réalité. Elles vont avoir une apparence extrêmement douce, mais elles vont, à côté de ça, énormément juger les autres. L'étape numéro 2 consiste à se rendre compte, à être conscient du mécanisme de projection justement. C'est un mécanisme que l'on ne peut pas stopper, même si on le connaît, même si on arrive à bien l'identifier, eh bien on ne peut pas le stopper du tout. Vous savez, c'est un peu comme un biais cognitif ou une illusion d'optique. Vous avez des lignes que vous voyez bouger, vous savez que c'est un dessin, vous savez que ça ne bouge pas, mais vous les voyez bouger quand même. Vous ne pouvez pas vous restreindre, vous convaincre que ça ne bouge pas. Parce que c'est votre cerveau en fait qui fait ça. Et l'idée c'est la même chose ici, on ne peut pas stopper ce mécanisme de projection, mais on peut quand même essayer de mieux vivre avec. L'idée c'est d'observer ce mécanisme-là chez les autres également. C'est assez subtil, hein, c'est assez difficile à se rendre compte de ce genre de choses, mais essayez d'observer ce mécanisme de projection chez les autres et petit à petit vous y arriverez de mieux en mieux jusqu'à pouvoir mieux identifier vos propres mécanismes de projection, vos propres comportements. Et l'idée ici, c'est que même si on ne peut pas le stopper, on peut quand même se servir de ce genre de mécanisme, d'être conscient de ce genre de mécanisme-là pour améliorer nos relations. Hein, vous savez, souvent on voit des couples justement qui refont, des personnes qui à chaque nouvelle relation font les mêmes patterns, ont les mêmes comportements et au final leur couple ne tient pas sur la durée à chaque fois parce qu'ils ont les mêmes problèmes qui reviennent en boucle. Et bien ce genre de choses là justement, on peut finir par l'identifier dans notre propre comportement et améliorer nos relations. Alors là pour le coup, Robert Greene nous donne un exemple, mais je suis assez dubitatif sur cet exemple-là et j'aimerais beaucoup que vous me disiez du coup dans les commentaires quelle est votre opinion là-dessus, d'accord ? L'exemple que nous donne Robert Greene ici, c'est l'exemple d'un collègue, par exemple. Imaginez que vous avez un collègue, mais qui vous critique énormément, qui a tendance à prendre beaucoup de zèle avec vous, il décale vos rendez-vous sans vous prévenir, il décale vos vacances même, par exemple. Bref, bon, quelqu'un pas très sympathique. Et l'idée de Robert Greene ici, la question qu'il nous pose, c'est si ce collègue en question est un homme ou une femme, est-ce que vos sentiments, vos ressentiments même plutôt, face à lui ou face à elle, seront différents. Il ou elle fait exactement la même chose, mais est-ce que si c'est un homme ou une femme, vous ressentirez des choses différemment ? D'après Robert Greene, oui, vous devriez ressentir plus d'amertume si votre collègue est du sexe opposé au vôtre. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Étape numéro 3, observez-vous vous-même. Essayez d'observer votre part de masculinité ou de féminité que vous avez refoulée en vous-même. Okay, essayez de la faire ressortir, remonter pour devenir tout simplement plus authentique. Par exemple, un homme qui se montre particulièrement plus viril que la moyenne, eh bien généralement c'est un signe qui montre des insécurités, qui montre des peurs. Par exemple, si vous-même vous êtes un homme et que vous vous estimez particulièrement plus viril que la moyenne, plus masculin, essayez de vous poser honnêtement la question de savoir quelle peur cet excès de masculinité du coup cache. Okay, essayez de vous poser la question le plus honnêtement possible. Parce que de manière générale, plus vous êtes masculin pour un homme ou plus vous êtes féminine pour une femme, eh bien cela va entacher vos relations. Cela va augmenter la suspicion, cela va augmenter l'hostilité dans vos relations et ça va créer des conflits de manière générale. Même de manière générale justement, les conflits sont souvent le reflet de conflits internes qu'on n'a pas encore résolus en nous-mêmes, de conflits émotionnels. Okay, et pour dire en gros que plus on renie notre véritable nature, plus on essaie de renier notre côté féminin ou masculin, en fait moins on est authentique et plus on a de problèmes. Et de manière générale, plus on arrive à s'accepter nous-mêmes complètement tel qu'on est réellement sans se soucier du tout du regard des autres, et bien finalement mieux on arrivera à être authentique et mieux on aura de meilleures relations à l'autre tout simplement.
Robert Greene ici nous propose toute une liste de différents archétypes, de profils, de projections qu'on a tendance à faire qui sont assez ordinaires. Le premier profil qu'il nous propose ici, c'est le cruel romantique. Alors, d'après lui, c'est un homme d'âge mûr qui est assez successful, qui réussit bien dans la vie et qui est connu pour être un coureur de jeunes femmes et d'être romantique, justement. Et une femme, justement, qui veut avoir son attention, qui veut le séduire, va pouvoir se dire « Comment pourrait-il ne pas changer pour moi ?» justement. Et au cours de leur relation, elle se rend compte petit à petit que, en fait, il n'est pas aussi fort ni romantique qu'elle avait imaginé, il est plus égoïste, il continue aussi à courir les jeunes femmes, et donc elle a tendance à avoir une désillusion assez forte. D'après Robert Greene, du coup, ce genre de comportement, ce genre de projection se fait chez les femmes qui ont eu une forte relation avec leur père, du coup. Leur père qui, lorsqu'elles étaient toutes petites, du coup, s'ennuyait avec leur femme et trouvait justement la petite fille plus joueuse et donc passer plus de temps avec elle. La petite fille aimait bien justement avoir toute cette attention-là et donc elle jouait un peu à être la petite fille que papa veut, justement parce que ça lui donnait du pouvoir sur lui. Une fois adulte, du coup, les femmes, d'après Robert Greene, aiment toujours ce genre de profil, du coup, et recherchent un petit peu l'image du père dans leur relation. Et l'idée pour pouvoir sortir de ce genre de choses, ce genre de relation-là, c'est de comprendre que justement on est dans un phénomène de projection et qu'il faut arrêter de mystifier l'image du père. Un autre type de projection est celui de l'insaisissable femme parfaite. Alors, un homme pense avoir trouvé la femme parfaite, il pense ne pas pouvoir vivre sans elle. Et une fois en couple, il se rend compte petit à petit que elle n'est pas aussi parfaite que ce qu'il avait imaginé et il finit par la quitter et recommencer le même pattern, le même schéma avec une prochaine relation. C'est une façon de projeter du coup qui est très commune chez les hommes. Pour les hommes qui ont, lorsqu'ils étaient petits, n'ont pas eu suffisamment d'attention de la part de leur mère, qui n'ont pas été comblés par leur mère du coup lorsqu'ils étaient petits, une fois adultes auront un sentiment de vide intérieur qu'ils veulent combler justement avec leur relation. Et en amour du coup, ils auront tendance à être d'humeur changeante, à être rêveurs et introspectifs. Parce que ils imaginent en fait beaucoup d'expériences avec une femme parfaite selon eux et ils ont tendance à la projeter cette image-là sur leur copine. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Si vous vous reconnaissez vous-même dans cette description, l'idée c'est d'abandonner l'idée de contrôle. En fait, dans vos rêves, à ce moment-là, d'après Robert Greene en tout cas, dans ces rêves, on contrôle absolument tout, on imagine que tout est bien, tout est parfait et tout ça. Et en réalité, évidemment, dans la réalité, ce n'est pas possible, ça ne se passe jamais comme ça. Il faut abandonner l'idée de contrôle, il faut aussi reconnaître ce pattern-là, bien sûr, et accepter tout simplement les défauts des femmes. Il faut accepter d'abandonner l'idée de contrôle aussi dans ses propres rêves. Une autre forme de projection est celle qu'on appelle l'homme supérieur. Alors, ce sont souvent des hommes qui ont une position sociale extrêmement élevée, qui sont très brillants, qui sont stables, qui irradient de confiance en eux et de force, enfin ce genre de choses. Et ils attirent souvent les femmes qui recherchent aussi à ressentir ce genre de choses, qui recherchent aussi la confiance et l'assurance qu'ils dégagent. Et une fois en couple, évidemment, elles se désillusionnent, elles se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi brillants ou assurés ou intelligents que ce qu'elles avaient imaginé, elles finissent par le quitter et recommencent la même chose avec la relation suivante. Ça, c'est toujours le même pattern qui se répète. Cela vient souvent de femmes qui ont accepté les critiques sur elles-mêmes. Lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles ont eu beaucoup de critiques et ça a sapé leur confiance en elles-mêmes. Elles ne sont moins assurées, elles ne sont pas aussi indépendantes et assurées qu'elles voudraient et elles recherchent ces qualités-là chez les hommes parce qu'elles n'ont pas réussi à les développer en elles-mêmes. C'est toujours la même histoire, plus ou moins. Et donc l'idée pour pouvoir sortir de ce pattern-là, si jamais il y a certaines d'entre vous, mesdames, qui se reconnaissent là-dedans, eh bien c'est de développer votre confiance en vous-même. Essayez de faire des choses nouvelles, essayez de faire des choses peut-être un petit peu plus risquées peut-être que d'habitude et petit à petit on construit une confiance en soi-même comme ça. Et évidemment considérez les hommes comme vos égaux. Quelque chose maintenant qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, c'est la crise de la quarantaine. Alors, lorsque l'on se conforme trop tôt à la société, lorsqu'on renie une part de nous-mêmes pendant trop longtemps, et bien finalement au bout d'un moment on explose, on a envie de changement. On trouve nos relations, notre travail monotone, mécanique, voilà, on a envie de changement. Et
Ces changements peuvent être plaisants à court terme, hein, mais véritablement, ça ne règle pas le vrai cœur du problème, qui est un problème d'identité. Et oui, les gens qui renient trop longtemps leur véritable nature à l'intérieur, et souvent c'est leur part de masculinité ou de féminité qu'ils ont refoulée en eux-mêmes, et évidemment ça finit par ressortir lorsque on n'en peut plus, quoi. Et donc l'idée, c'est d'accepter complètement justement qui on est vraiment, d'accepter cette part de féminité ou de masculinité, déjà de la repérer, hein, d'essayer de s'en rendre compte et de la faire ressortir pour essayer d'être plus authentique, d'essayer d'être plus ouvert d'esprit justement, hein, qui nous permettra de mieux comprendre le sexe opposé, qui nous permettra d'être plus fluide dans nos pensées et d'accepter au final de perdre notre rigidité d'esprit. Pour développer son côté masculin ou féminin, Robert Greene ici nous propose tout un tas de descriptifs de ce qu'il appelle la pensée masculine ou la pensée féminine. Alors évidemment, peu importe votre genre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez aussi bien avoir une pensée plus masculine ou plus féminine, ça ne change pas l'histoire. L'idée, pour réussir à développer son côté masculin ou féminin qu'on a caché, c'est d'essayer de comprendre comment notre opposé finalement réfléchit. Okay ? Donc, la pensée masculine, c'est une pensée qui se fait étape par étape. On essaie de regarder les choses individuellement, les uns après les autres, plutôt que de regarder le tout. Okay ? Généralement, la pensée masculine cherche à regarder les liens de cause et conséquences, de cause à effet, essaye d'avoir un certain détachement émotionnel par rapport aux choses. Par exemple, lorsque la pensée masculine essaye de résoudre un puzzle, par exemple, on s'attache à prendre chaque pièce indépendamment et à essayer de voir si elles collent les unes avec les autres. Okay ? Alors qu'au contraire, la pensée féminine, lorsqu'elle résout un puzzle, a plutôt tendance à essayer de regarder le tout, à essayer de refaire le dessin du puzzle, plutôt que de s'attacher aux pièces elles-mêmes indépendamment, les unes après les autres. Okay ? La pensée féminine se concentre sur le tout plutôt que sur les parties, et essaye de regarder les différentes connexions, les différentes interactions entre les parties. Par exemple, lorsqu'il y a un groupe de personnes, elles vont plutôt s'attacher à regarder les liaisons qu'il y a entre les gens. Cette façon de penser-là est dite organique, alors que la façon de penser masculine est dite plutôt linéaire. Okay ? La façon organique de penser a plutôt tendance à essayer de faire ressortir les liaisons cachées entre les choses via des flashs d'intuition. Okay ? Par exemple, lorsqu'elles essayent de comprendre une culture, elles vont essayer de s'intégrer à la culture-là pour la vivre de l'intérieur, alors que la pensée masculine va plutôt essayer de se détacher émotionnellement et de la regarder plus d'un point de vue strictement théorique. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer d'identifier déjà à laquelle de ces types de pensées-là vous vous identifiez le plus. Et pendant très longtemps, on a pensé que la rationalité justement était plutôt associée à la pensée masculine. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les grands scientifiques qui ont fait des grandes découvertes, Einstein, Newton, Galilée ou Darwin, voilà, ils étaient plutôt extrêmement intuitifs en fait, toutes ces personnes-là. Et en réalité, il y a tout un tas d'études après scientifiques qui ont démontré que les décisions que l'on prend sont essentiellement basées sur l'émotion, que l'on soit un homme ou une femme en réalité. Donc cette pensée rationnelle en réalité n'existe quasiment pas, c'est plutôt une illusion de la rationalité. Donc il faut vraiment se détacher complètement de ce genre de choses-là et essayer de développer plutôt l'inverse de ce que l'on a d'habitude, de ce dont on est habitué. Par exemple, si vous avez plutôt une pensée masculine, généralement, essayez plutôt de regarder les connexions entre les choses, essayez de regarder le tout plutôt que les parties individuelles. Essayez de faire plus attention à votre intuition. De manière opposée, évidemment, si vous avez plutôt une tendance de pensée féminine, essayez plutôt de regarder la chaîne des causes et des conséquences, de la cause à effet, ce genre de choses. Et essayez d'avoir un certain détachement émotionnel pour regarder peut-être les parties individuelles plutôt que le tout. Robert Greene décrit aussi les différents types de leadership selon le style masculin ou le style féminin. Par exemple, le style de leadership masculin va s'attacher surtout à définir des objectifs clairs à atteindre et ainsi que de définir l'ensemble des moyens qu'il va nous falloir pour atteindre cet objectif-là, ainsi que de définir les différentes étapes qu'il va nous falloir passer pour atteindre notre objectif. Et c'est pour ça que le style de pensée masculin a tendance à regarder la chaîne des causes et des conséquences, à avoir une pensée linéaire, on fait une chose après l'autre, etc., etc.
Alors que le style de leadership féminin, lui, du coup, s'attache plutôt à garder la paix sociale dans le groupe, à essayer d'éviter les conflits, à écouter chacun des membres du groupe pour essayer de comprendre leurs sentiments et essayer justement de garder une bonne ambiance entre les différents membres du groupe. Et évidemment, la meilleure façon de faire du leadership, c'est de mixer ces deux façons-là, ces deux styles-là. Les très grands leaders qu'on a eu par l'histoire, de l'histoire, ont mixé justement très bien ces deux façons de faire du leadership. Par exemple, Napoléon, Bonaparte ou Abraham Lincoln étaient des gens extrêmement empathiques, pouvaient tout aussi bien définir des objectifs très clairs à atteindre, tout en prenant un grand soin justement à écouter et à prendre soin de l'ambiance et des conflits éventuels qu'il y aurait dans son armée ou dans la population. Abraham Lincoln, lui, a vécu une vie très difficile et donc lui a rendu plus sensible justement à ces choses-là. Napoléon, lorsqu'on regarde les discours par exemple qu'il faisait à ses soldats, il ne parlait que d'émotions quasiment. Et voilà, donc ça montre vraiment un côté très empathique qui est très important pour garantir la stabilité du groupe en réalité. Mais quand on parle de leadership, on parle aussi de buts à atteindre bien sûr, et ça sera complètement l'opposé de ce qui viendra lors de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la loi numéro 13 du livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene, qui sera la loi de l'absence de but. À la prochaine.